Est-ce que vous voyez encore bien le PowerPoint? Oui. Oui. Super, merci. Je vais couper ça, on n'a pas besoin. Hop. OK. Donc bonjour à toutes et à tous. Nous sommes vraiment ravis de vous compter en si grand nombre aujourd'hui pour cette première édition du Café Guichet Vert, qui a pour thème le transport et la livraison. Donc c'est un thème qui est très large. On ne va pas tout balayer ce matin puisqu'on est sur un webinaire de 45 minutes. Mais l'idée de ce café guichet vert, c'est de vous présenter à la fois le dispositif qu'est le guichet vert, ainsi que des sollicitations types que nous recevons et les réponses que nous pouvons y apporter. Donc ce webinaire va être animé par moi-même, donc Anaëlle Mazin, pour le groupement d'intérêt public Maximilien dans la région Île-de-France, et par ma collègue Émilie Grossman du réseau APUR de la région des Hauts-de-France. Le guichet vert est soutenu par le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Nous avons donc le plaisir d'accueillir Alexandra Lamotte du Commissariat général au développement durable qui va nous présenter ce qu'est le guichet vert. Mais avant tout, pardon, j'ai fait un mauvais clic, hop. Avant tout, je vous rappelle que cette vidéo est enregistrée, donc que vous aurez accès au replay, que les diapos vous seront envoyés et également nous vous remercions de bien vouloir garder vos micros pendant la présentation et de les réactiver donc dans le temps d'échange que nous aurons en fin de présentation et de ne pas hésiter bien sûr à poser des questions, à faire des commentaires dans le chat tout au long de la présentation. Et donc je vais laisser la parole à Alexandra Lamotte du CGDD pour la présentation du guichet vert. Bonjour à tous, donc Alexandra Lamotte, chef de projet commande publique durable au sein du Commissariat général au développement durable. Je suis ravie d'être là pour ce premier guichet vert donc, qui est organisé par les deux structures de l'interréseau Maximilien et C2E que vous aurez vocation du coup à mieux connaître. Et donc l'objectif de ce premier guichet vert, c'est à la fois vous présenter ce nouveau dispositif qui a été lancé il y a très peu de temps, à la fin du mois de septembre, et aussi vous présenter quelques exemples de sollicitations. Donc avant, peut-être que tu peux partager la présentation, Anaëlle. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je vous propose, c'est de prendre un peu de hauteur sur l'origine du dispositif. Donc, comme vous le savez, en août 2021, la loi climat et résilience a été votée, qui impose une systématisation de l'intégration des considérations environnementales et sociales, sous certaines conditions, dans les contrats de la commande publique. Donc, pour accompagner l'atteinte de ces exigences qui sont très fortes pour les acheteurs publics, le plan national pour les achats durables a été déployé avec, donc, en mars 2021, donc avec des objectifs de 100% de contrats avec au moins une considération environnementale et 30% sur le social. Donc, sur la dimension environnementale, pendant l'élaboration de ce plan, les parties prenantes, et notamment les réseaux régionaux de la commande publique, qui accompagnent les acheteurs sur ces thématiques, ont fait remonter le besoin d'accompagnement sur la dimension environnementale. Donc, c'est pourquoi, donc, tu peux passer à la slide suivante, c'est pourquoi, à l'initiative de ces réseaux, que vous voyez sur la carte, un nouveau dispositif a été lancé, le guichet vert. Je crois qu'il y a un micro qui est allumé, si vous pouvez le couper, merci. Donc, a été lancé donc, le guichet vert, qui est un premier niveau de conseil environnemental qui est gratuit, qui est ouvert à tous les acheteurs publics. Pour les acheteurs de l'État, en première instance, les référents internes et le bureau des achats responsables de l'ADE étaient bien évidemment à contacter en première intention, qui est aujourd'hui disponible sur les 2/3 du territoire et qui a vocation à s'étendre sur l'ensemble du territoire métropolitain et ultramarin. J'ai vu que nos collègues de la Réunion étaient présents. Et donc, je vais maintenant passer la main à Anaëlle qui va vous indiquer comment concrètement on peut solliciter le guichet vert, qu'est-ce que c'est le guichet vert, et ensuite vous présenter du coup des premiers exemples de sollicitations sur la thématique transport et livraison. Donc, très bon guichet vert à vous tous. Merci Alexandra.
Du coup, oui, donc le guichet vert de manière, un peu plus, concrète, on va dire, vous allez, nous envoyer une question relative à un marché, type, que vous voulez passer et nous, on va vous répondre en vous envoyant des guides ressources, des fiches de retour d'expérience ou encore des exemples de clauses de DCE d'autres structures publiques qui vont, vous permettre de vous inspirer pour la rédaction de votre cahier des charges. On peut aussi vous apporter des informations sur la réglementation en matière d'achat durable et des conseils pour le sourcing. Veuillez noter que le guichet vert n'est pas une prestation de conseil juridique ni une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, je vous invite fortement à vous rendre sur la charte du guichet vert dans laquelle est vraiment expliqué ce qu'est et ce que n'est pas le guichet vert. Et vous avez surtout des questions, enfin des questions types que vous pouvez poser et qui entrent dans le cadre en fait du guichet vert. Donc cette charte est accessible, sur ces diapos, hein, quand on vous les enverra, mais vous les avez aussi, sur le formulaire de saisie du guichet vert, pour lequel j'ai remis le lien également, pour que vous puissiez nous saisir. Donc je vais rapidement vous présenter, le groupement d'intérêt public Maximilien, puis Émilie vous présentera, le réseau Apur. Donc, le GIP Maximilien est un service public mutualisé d'administration électronique en Île-de-France qui vise à développer les usages numériques au sein des services publics locaux, mais aussi des entreprises, de manière à impulser l'administration électronique par le biais des marchés publics. Et le GIP Maximilien cherche à rendre les marchés publics plus accessibles aux entreprises, notamment à tout ce qui va être TPE, PME, en proposant des services gratuits. Et alors effectivement, les entreprises vont pouvoir s'inscrire gratuitement sur la plateforme et accéder au cahier des charges des différents acheteurs publics adhérents. Et aujourd'hui, on compte 375 acheteurs adhérents en Île-de-France. Et ces adhérents ont accès à tout un panel de services que je ne vais pas détailler aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre sur le site maximilien.fr où vous aurez de nombreuses informations, voire même à nous contacter directement via l'adresse qui est ici en bas de diapo, donc contact@maximilien.fr pour en savoir plus sur les services aux adhérents. Le GIP Maximilien est aussi le réseau francilien des achats publics responsables. Il est divisé en 3 grandes missions. On a la mission d'appui au développement des clauses sociales, qui vise à développer les clauses sociales et l'emploi durable par la commande publique, et qui, pour ce faire, mobilise et coordonne les acteurs sur les aspects sociaux de la commande publique. Et vous avez accès, au nom de la MAX, un guichet régional des clauses sociales. Donc c'est une sorte d'équivalent du guichet vert où vous allez pouvoir demander à mes collègues de la MAX de vous accompagner dans l'intégration de considérations à caractère social dans vos marchés. Donc là, vous avez à nouveau un lien cliquable sur les diapos, mais vous pouvez aussi trouver le guichet régional sur le site de maximilien.fr. La deuxième mission, la deuxième mission est celle des achats publics circulaires et environnementaux. C'est un programme d'accompagnement à destination des acheteurs publics qui vise à les aider à créer des outils qui vont être en adéquation avec leurs besoins en matière d'économie circulaire. Ce programme se décline en 4 parcours qui traitent du BTP, du mobilier, des équipements électriques et électroniques et de l'habillement et des équipements de protection individuelle. Les inscriptions pour ce programme vont bientôt s'ouvrir, enfin vont bientôt être ouvertes, pardon, donc n'hésitez pas là encore à nous contacter si vous souhaitez en savoir plus sur ce programme et éventuellement vous inscrire. Et la troisième mission, la mission Plan national des achats durables, qui elle porte le guichet vert, donc ce n'est pas la peine que je revienne dessus puisqu'on vous l'a déjà présenté. Et je vais laisser la main à Émilie. Merci beaucoup, Anaëlle. Donc, je représente en fait le réseau Apur, qui est un réseau qui est essentiellement centré dans la région Hauts-de-France, puisque le programme des achats durables en fait est porté par le Centre de ressources de développement durable et le Centre de développement des éco-entreprises et territoires dans le cadre du réseau Apur. En fait, on fonctionne par de nombreux réseaux. Et le réseau Apur est donc une dynamique copilotée par ce CERD et la communauté urbaine de Dunkerque depuis 2019. Il est parrainé par l'Observatoire régional de la commande publique et l'idée, c'est de regrouper les professionnels de la commande publique en collectivité. L'idée, les objectifs sont nombreux puisque c'est de pouvoir travailler et de partager des problématiques et des pratiques professionnelles. C'est de vraiment travailler en collectif pour remonter les besoins et les différents retours d'expérience afin d'améliorer l'achat public durable en région.
Et ça peut aussi permettre des montées en compétences collectives qui permettent aussi aux différents acheteurs d'acquérir de nouvelles connaissances, notamment dans le cadre de l'achat public durable. Concrètement, on organise des réunions de réseau et des événements pour sensibiliser les collectivités territoriales à l'achat public territorial. Et enfin, on a vraiment une idée, une logique d'intégration dans les réseaux nationaux afin de renforcer les synergies. Voilà. Donc, pour ce café qui traite des transports et de la livraison, on a voulu remettre un petit peu de contexte avant d'entrer dans le vif du sujet avec les sollicitations. Et on voulait vous rappeler déjà que les transports représentent le secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre en France. Donc, c'est pour ça que dans la stratégie nationale bas carbone a été posé l'objectif d'une décarbonation totale en 2050, avec un objectif intermédiaire en 2030 de réduction de 28% des émissions de gaz à effet de serre du transport par rapport à 2015. Donc ça va être une mesure un peu globale qui va prendre en compte tous les gaz à effet de serre. Et on a à côté de ça une mesure un petit peu plus locale, si j'ose dire, en tout cas par rapport à la qualité de l'air, puisque on trouve la vignette critère, qui est un certificat de la qualité de l'air qui repose sur la norme Euro. C'est le principe en fait de la vignette critère, c'est de diviser les véhicules par classe environnementale selon leur niveau de pollution. Et donc on voit en bas de la diapo les différentes vignettes critères qui existent et plus le chiffre est élevé, plus le niveau de pollution du véhicule est important. Dans cette vignette sont pris en compte les oxydes d'azote, le monoxyde de carbone, les hydrocarbures et les particules. Donc comme vous le voyez, le CO2 n'est pas pris en compte. Et tous les véhicules sont concernés par cette vignette, que ce soit les deux roues, les véhicules utilitaires légers, les poids lourds, les autobus, etc. Comme je l'ai dit précédemment, c'est un webinaire qui est relativement court, donc on ne va pas pouvoir vous donner de nombreuses informations sur le cadre réglementaire. C'est pourquoi nous vous invitons à vous rendre sur l'outil l'AREF, qui a été développé par les réseaux 3AR de Nouvelle-Aquitaine et Réseco, des régions Bretagne, Centre-Val de Loire et Pays de la Loire, qui va vous permettre en fait de connaître vos obligations réglementaires par segment d'achat. Donc, je vais pouvoir maintenant vous présenter une première sollicitation, celle d'un marché de transport de personnes à mobilité réduite. Alors, l'acheteur m'a demandé, en plus des considérations environnementales à intégrer, s'il était possible de faire en sorte que la prestation soit réalisée à 100% à l'aide de véhicules électriques. Donc, avant tout, nous lui avons proposé de faire un sourcing de sorte à connaître la maturité du milieu fournisseur, puisqu'il n'était pas certain que les opérateurs économiques soient en mesure de répondre en 100% électrique. On l'a aussi invité à privilégier une clause d'exécution relative aux modes de transport les moins polluants et à l'optimisation des déplacements. Et donc d'assortir cette clause d'une demande de justificatif, par exemple des cartes grises, des véhicules qui vont être utilisés pour réaliser les prestations, et d'instaurer des pénalités. C'est-à-dire que si les cartes grises transmises ne correspondent pas aux véhicules, voire même si les cartes grises ne sont même pas transmises, l'idée c'est d'instaurer des pénalités. Nous vous invitons aussi à préciser dans le CCTP s'il existe une zone à faible émission sur le territoire où vont être réalisées les prestations, puisque ça peut conditionner l'accès à cette zone. Par exemple, s'il y a un pic de pollution et que le préfet met en place de la circulation alternée, ça peut avoir une incidence, donc il est important de le noter dans le cahier des charges. Pour cette clause, nous avons invité l'acheteur à s'inspirer d'une clause qui a été rédigée par la ville de Paris. Donc je ne vais pas la lire, hein, puisque vous aurez accès aux slides de toute façon, mais l'idée c'est de préciser les véhicules qui vont être autorisés, on va dire, pour l'exécution des prestations. Donc ici sont autorisés les véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel pour véhicules, à l'hydrogène ou les véhicules hybrides, qui relèvent tous de la vignette critère 1, donc ce sont des véhicules peu polluants. La clause rappelle aussi que si le titulaire fait appel à un sous-traitant pour exécuter les prestations, les mêmes obligations vont incomber à ce sous-traitant. Et pour finir, la clause rappelle également de fournir des justificatifs relatifs au mode de déplacement utilisé. Donc, nous, on vous invite quand même à faire attention lorsque vous demandez des types de carburants particuliers, à veiller à ce que ces carburants soient effectivement disponibles sur le territoire. Donc, ça va être par exemple veiller à ce que le titulaire puisse s'approvisionner en GNV à proximité du territoire ou s'il y a bien des bornes de recharge à proximité également pour que la prestation puisse être réalisée dans son entièreté.
Enfin, vous pouvez également intégrer une clause relative à l'éco-conduite, là encore en demandant des justificatifs quant à la formation effectivement reçue par le personnel qui va exécuter les prestations sur cette éco-conduite. Il est aussi possible d'aller un petit peu plus loin en s'appuyant sur l'article L 1431-3 du Code des transports, qui stipule que toute personne qui commercialise ou organise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement doit fournir aux bénéficiaires de la prestation une information relative à la quantité de gaz à effet de serre émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation. Donc là, tous les principes de calcul ont été fixés par voie réglementaire, ce qui permet d'avoir une approche harmonisée, et sont pris en compte les gaz à effet de serre à la fois liés au fonctionnement, mais aussi à la production des sources d'énergie. Donc l'idée, si vous souhaitez donc aller plus loin, ça va être par exemple d'intégrer une clause avec une obligation d'information relative aux émissions de gaz à effet de serre après que les prestations aient été réalisées, et d'assortir cette clause par exemple d'un plan de progrès où vous pourrez en fait juger des actions des candidats qui feront figurer dans le plan de progrès. Aujourd'hui, on n'a pas de clause à vous présenter en fait relative à cet article, mais sachez que Nantes Métropole travaille sur ce sujet, et donc si vous souhaitez effectivement plus d'informations là-dessus, vous pouvez soit nous contacter nous pour qu'on vous donne ces infos, ou bien on vous mettra directement en contact avec Nantes Métropole. Une deuxième sollicitation que nous avons reçue traite cette fois-ci de la distribution de supports de communication. Donc à nouveau, je ne vais pas revenir dessus, hein, on a proposé d'intégrer une clause relative aux modes de transport les moins polluants et à l'optimisation des déplacements. Vous pouvez là encore intégrer une clause relative à l'information quant aux émissions de gaz à effet de serre, on vient de voir. Et cette fois-ci, vous pouvez en fait, dans le cadre en tout cas du marché dont il était question, il était possible de faire de la livraison notamment en véhicule à propulsion humaine. Du coup, l'idée c'est de proposer à nouveau une clause relative à l'éco-conduite en précisant dans le cadre du recours à des véhicules motorisés, et éventuellement d'inciter donc à la livraison par véhicule à propulsion humaine quand il s'agit de livraison sur de courtes distances. Donc pour ça, on a renvoyé l'acheteuse vers une clause qui est rédigée par le ministère de l'Intérieur, qui pose que pour des livraisons de véhicules sur de courtes distances en milieu urbain, le titulaire doit favoriser l'utilisation de vélos cargo, de triporteurs ou tout autre mode de transport faiblement polluant ou émetteur de gaz à effet de serre. Quand vous avez recours à des clauses de dernier kilomètre, il faut tout de même rester vigilant, puisque le titulaire peut être mis en difficulté pour de la livraison en vélo si les points de livraison sont éloignés des sites de stockage. Donc là, aujourd'hui, c'est pareil, on n'a pas encore beaucoup travaillé sur le dernier kilomètre, mais n'hésitez pas, si vous avez des questionnements sur le sujet, à nous solliciter en tant que guichet vert, puisque l'idée du guichet vert, c'est vraiment qu'on fasse les recherches pour vous. Donc, encore une fois, vraiment, n'hésitez pas. Et donc pour ce marché, c'est la communauté d'agglos de Grand Paris, Grand Est qui nous a sollicité, et normalement, Madame Amélie Toussaint est parmi nous et va pouvoir nous faire un retour d'expérience. Oui, bonjour. Oui, je suis là. Bonjour. Alors, effectivement, donc merci beaucoup. Nous avons effectivement sollicité le guichet vert pour ce marché de distribution de supports de communication. Donc voilà, donc moi je suis chef de projet plan climat et énergie territoriale plus largement. En gros, je m'occupe de tout ce qui est transition écologique pour Grand Paris Grand Est, à la fois pour les politiques publiques et pour les politiques internes. Et là, on essaie actuellement de structurer un peu notre politique d'achat durable et responsable. On est déjà assez bon sur les clauses d'insertion, mais ça, je m'en occupe pas. Et donc là, on essaie avec le service commande publique d'intégrer le plus possible des clauses environnementales en ciblant certains marchés. Chaque année, on essaie de cibler quelques marchés sur lesquels on essaie de travailler. Donc, on peaufine aussi nos méthodes. Et effectivement, le guichet vert, je trouve que c'est une bonne première approche. Je pense que c'est un peu la question, peut-être la sollicitation du guichet vert peut être intervenir au tout début du travail sur un marché pour essayer d'intégrer des clauses environnementales, parce que ça nous permet de donner des pistes. Donc moi, je les ai sollicités, donc le guichet vert m'a fait les réponses qui ont été publiées.
Et donc après, bon, voilà, ça m'a permis d'avoir quelques pistes sur quoi, donc en termes de clauses ou critères, d'avoir des CCTP, d'autres CCTP à aller chercher, d'autres collectivités. Alors bien sûr, après, on élargit et puis parce que voilà, à chaque fois, bon, là, ce marché-là, il est pas si compliqué que ça, mais n'empêche que finalement, des distributeurs enfin, voilà, ça n'empêche pas en fait une étape de sourcing quand même approfondie parce que, enfin en tout cas d'études de marché, parce que c'est vrai que là par exemple, moi ce que je voulais au début, je m'étais dit mais voilà les postiers distribuent leur courrier à vélo, il doit bien y avoir des distributeurs de documentation, de publication qui le font peut-être à vélo ou en vélo cargo ou en vélo électrique. Et ben c'est pas si évident que ça. Parce qu'en fait, effectivement, la Poste le fait, mais pour son courrier elle-même. D'ailleurs, elle a aussi des prestations qui proposent des distributions, une prestation de distribution, donc de publication pour les entreprises, mais sauf que pour cette prestation-là, elle ne met pas du tout à disposition sa flotte de vélos. Donc voilà. Et ensuite, par exemple, nous sur notre territoire, il y a très peu d'acteurs de cyclo-logistique et même sur les territoires d'à côté, il y a beaucoup d'acteurs de cyclo-logistique qui se développent, mais qui ne sont pas forcément capables de faire cette prestation-là. De distribution de documents de communication, c'est-à-dire qu'il faut être capable de distribuer de manière très réactive, d'être capable d'aller aussi, d'avoir la possibilité d'aller distribuer dans les boîtes aux lettres où il y a les stop pubs, où il y a également les stop pubs, puisque nous, on est un établissement public, donc on a le droit de distribuer dans les stop pubs. Il faut aussi un acteur qui soit capable d'avoir une méthode pour aller aussi solliciter les digicodes pour avoir accès au cache des immeubles, enfin, aux boîtes aux lettres des immeubles. Voilà. Et tout ça, c'est pas forcément évident. En fait, il y a des acteurs qui sont spécialisés dans ce type de prestations, mais qui n'utilisent pas du tout les vélos, aujourd'hui en tout cas. Et il y a d'autres acteurs qui font de la cyclo-logistique, mais qui ne font pas ce type de prestations-là, qui vont plutôt être sur de la livraison de colis ou autre chose. Donc voilà, finalement, le marché n'est pas encore tout à fait prêt. Donc nous, pour l'instant, on n'a pas encore publié ce marché, hein, mais pour l'instant, on est plutôt parti sur un critère. Je pense qu'on va peut-être mettre une clause. On n'a pas encore écrit le CCAP, ni le règlement de consultation, mais pour l'instant, on a écrit le CCTP et les outils un petit peu, les autres outils. Et donc, pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un critère environnemental assez élevé. Alors moi, j'avais fait une proposition, je crois qu'elle était un petit peu baissée par les collègues, mais bon, plus élevée que d'habitude en tout cas, qu'on a adossé à un cadre de mémoire technique pour avoir, dans lequel du coup on a posé des questions assez précises et on demande aux candidats qui souhaitent répondre de répondre, donc de justifier la façon dont ils remplissent les considérations environnementales, enfin pas en remplissant ce cadre de mémoire technique. Et dans ce cadre de mémoire technique, du coup, on a demandé donc le type de véhicule utilisé pour les réaliser les distributions. Dans ce type de véhicule utilisé, parce que parfois, il peut y avoir un prestataire qui peut avoir allez, un véhicule électrique, un vélo, mais est-ce qu'il va les utiliser pour notre prestation? Il peut le mettre dans son cahier des charges et puis finalement, on va le valoriser pour ça et finalement, tout va être distribué avec d'autres véhicules. Donc voilà, on a demandé le pourcentage de distribution pouvant être réalisé à vélo électrique, le pourcentage de distribution pouvant être réalisé en voiture ou en utilitaire électrique, le pourcentage de distribution pouvant être réalisé en voiture ou en utilitaire thermique. Dans le cas où la distribution est réalisée en véhicule thermique, dans ce cas-là, préciser le type de carburant et l'ancienneté du parc et la vignette critère. Voilà, donc ça c'est pour la partie véhicule. Ensuite, on a demandé aussi des détails sur l'optimisation des distributions. Est-ce que des mesures sont proposées pour optimiser les distributions de manière à réduire le nombre de kilomètres parcourus pour une distribution? Toute boîte, par exemple, quelles sont-elles? Si oui, quel type de mesures sont mises en œuvre? Et si oui, donnez-nous une estimation du nombre de kilomètres parcourus pour distribuer l'ensemble des boîtes
aux lettres du territoire. Et ensuite, une troisième partie sur la prévention des déchets produits. Donc, avec quelques questions comme le candidat reconditionne-t-il les documents avant de les distribuer? Si oui, avec quel type de matériaux? Emballage plastique, carton. Ensuite, quel type de déchets sont générés par l'ensemble de l'activité de distribution? Ensuite, comment le candidat gère-t-il les déchets générés par l'activité de distribution? Collecte, déchetterie, recyclage, valorisation, reconditionnement, réemploi, réutilisation. Et enfin, quelles mesures sont-elles mises en œuvre par le candidat pour éviter de produire des déchets? Donc voilà, donc ça nous permet donc d'avoir un critère environnemental, mais qui s'appuie sur des éléments concrets qu'on peut vraiment juger. Et on va pouvoir, j'espère avec cet outil, pouvoir vraiment départager les candidats sur ce qu'ils font vraiment et sur la qualité de leur engagement environnemental, dans leur prise en compte des considérations environnementales et pas seulement sur une action marketing RSE, parce que là, pour le coup, il y a des entreprises qui sont plus ou moins fortes pour, montrer une patte verte qui ne l'est pas forcément. Et alors pour la clause, pour l'instant, on n'a pas voulu je pense qu'on n'ira pas sur une clause vraiment contraignante pour ce marché-là, parce que comme je vous l'ai dit, le marché ne nous semble pas prêt aujourd'hui et on voudrait pas avoir un marché infructueux. Mais par contre, on va peut-être essayer d'intégrer l'une des clauses qui avait été proposée par la mairie de Paris ou qui sont plus des clauses incitatives et sensibilisatrices. Ils disent que le candidat doit favoriser les mobilités vertes. Euh, donc je l'ai plus sous les yeux là, la clause, mais plutôt que l'obliger, parce que sinon on craint que de ne pas avoir de réponse ou de n'avoir que des prestataires qui ne vont pas remplir les autres exigences techniques que l'on a, sachant que bon, ça semble anodin, hein, une distribution de communication, mais par exemple chez nous. La distribution, c'est par exemple la distribution des calendriers de collecte qui ont lieu sur la première semaine de janvier. Et ces calendriers de collecte des ordures ménagères, ils sont extrêmement importants. Et chaque année, par exemple, on a parfois une rue qui n'est pas distribuée. Et lorsque c'est le cas, les maires de notre intercommunalité sont indignés. Et en tout cas, on a besoin d'avoir précisément un retour, un reporting de quelles rues sont distribuées, quelles rues n'ont pas pu l'être, ou quelle adresse n'a pas pu l'être, et pourquoi. Et on doit avoir une réponse à leur donner. Et aujourd'hui, je suis pas sûre que les acteurs qui sont dans la cyclo-logistique soient habitués à avoir ces méthodes de reporting très précis dont on a besoin parce que c'est un autre service public qui est en jeu, la collecte des déchets. Et si les calendriers sont mal distribués, par exemple, c'est un vrai sujet. Après, il y a d'autres sujets, mais c'est pas de la com institutionnelle juste pour valoriser nos services, c'est vraiment des documents très importants pour le service public. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si je n'ai pas été assez claire ou si vous avez besoin d'informations. Merci beaucoup en tout cas, Madame Toussaint. Du coup, je pense qu'on va pouvoir passer. Anna, Oui. je vois effectivement qu'il y a quelques questions dans le chat. D'accord, bon, très bien, on peut les prendre maintenant. Par contre, moi, je les vois pas. Est-ce que tu veux bien nous les lire? Ah oui, tout à fait. Alors d'abord, Merci. à savoir s'il est possible d'avoir le modèle de carte de mémoire technique et ensuite le poids pour le critère environnemental. Oui, alors le poids, du coup, faudrait que je vous le redise parce que de toute façon, pour l'instant, il n'a pas été validé en interne. Donc, moi, souvent, j'en mets un assez ambitieux. Et puis, plus ça remonte dans la hiérarchie, plus il est un peu diminué. Donc, pour l'instant, je vais regarder. Je- En tout cas, pour le cadre mémoire technique, pas de souci pour vous le partager. Je pense qu'il faut d'abord que je vérifie enfin, peut-être que je vais attendre qu'il soit quand même validé. Juste, mais oui, pas de souci pour vous le partager. Et pour donc le taux du critère, la pondération, pardon.
20. Pour l'instant, il est à 20. Pour l'instant, on a prix 40%, valeur technique 40% et performance environnementale à 20%. Louise, est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat pour Madame Toussaint? Non, 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 c'est bon. Ok, bon, de toute Ah, façon, si, après, attends. oui. Afin d'avoir des résultats, comptez-vous mettre en place des pénalités ou des primes pour inciter le respect du critère environnemental? Non, c'est pas prévu pour le moment. On compte juste sur voilà, la note et le poids que ça aura dans la notation, quoi. Pour l'instant, oui, et puis après, ouais, non, pour l'instant, on n'a pas prévu de pénalité. Après, si vous avez des idées de pénalités à appliquer, n'hésitez pas à nous en parler. On n'a pas fini, encore une fois, la rédaction de ce marché. D'ailleurs, j'espère que ouais. Tu peux reprendre, Anaëlle. Ok, bah du coup, je vais laisser la main à Émilie et de toute façon, après, on devrait avoir un temps d'échange, hein. Je pense qu'on a encore le temps. Donc, si d'autres questions vous viennent, hein, pour Madame Toussaint, je pense qu'on aura encore le temps. Merci beaucoup. Oui, effectivement, moi, je vais rester aussi, je vais être très synthétique, hein, sur la présentation de ce marché, puisque de nombreux éléments ont été donnés juste avant. Alors là, l'idée, c'est vraiment que l'acheteur a contacté le guichet vert région Hauts-de-France pour mesurer l'impact CO2 lors d'un appel d'offres de fourniture de bureaux avec de livraisons multiples, sachant que ce marché est bien une fourniture de bureaux et non d'abord une prestation de livraison. Donc l'idée, c'est vraiment de s'inspirer sur l'existant, sur les dispositions réglementaires relatives à la mobilité et tout ce qui est livraison pour voir un petit peu les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc on a le cadre législatif qui a été très bien dessiné sur ce sujet-là. Et ensuite, concernant les achats de fournitures plus spécifiquement, on peut s'inspirer de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021. Et enfin, concernant les véhicules électriques, on connaît aussi la loi LOM du 24 décembre 2019. Alors, les conseils du guichet vert, c'était bien évidemment de distinguer le cas d'achat de fournitures qui n'est pas directement concerné par la législation sur les réductions d'émissions de gaz à effet de serre, mais plus lors de la livraison. Donc, on a vraiment, il faut bien penser à distinguer ces deux temps. Ensuite, il s'agit plutôt de s'inspirer de l'existant pour la rationalisation des déplacements, pour notamment recourir à une mobilité douce ou regarder les déplacements les moins polluants possibles. Et enfin, pour que ce soit pas trop contraignant, mais plutôt incitatif, s'inspirer du label CO2 qui est déjà applicable au transport routier de voyageurs. L'idée, c'est pas de reprendre complètement ce que mentionne ce label objectif, mais plutôt de pouvoir orienter l'acheteur pour s'inspirer de différents critères de calcul, notamment des émissions de CO2. Eh ben, je vous propose de passer à un temps de questions-réponses. Il nous reste 10 minutes avant la fin de ce webinaire, donc c'est le moment de poser vos questions. Alors, je peux vous faire parvenir les questions du chat. Donc, quelqu'un demande, donc certains d'entre vous ont-ils déjà utilisé des clauses exigeant le bilan carbone du transport et déplacement pour comparer de façon objective les candidatures? Alors, est-ce que c'est le cas pour quelqu'un parmi les participants, participantes? Alors, peut-être, Anaëlle, si tu veux arrêter le partage, comme ça, tu pourras revoir. Voilà, il y a une demande de prise de parole aussi de Madame Lécossé. Ben, on vous laisse. Je viens témoigner si vous voulez. En fait, plutôt à l'inverse pour dire que nous, on n'utilise pas le critère avec justement des déclarations d'émissions de gaz à effet de serre à cause déjà des incertitudes,
puisque quand un opérateur va vous déclarer des émissions, eh bien, il va y avoir une incertitude et c'est très difficile de mettre un critère et de comparer, par exemple, quelqu'un qui va vous dire qu'il émet, je dis n'importe quoi, 12 tonnes de CO2 à 50% près, et un autre qui va vous dire 11 tonnes à 30% près. Voilà, c'est difficile. On a dans les marchés aussi, on a beaucoup de difficultés, il y a des aléas. Et comment on gère les aléas par rapport à ce type d'engagement? Ça, c'est difficile. Et difficile aussi d'avoir une estimation précise amont des émissions. Donc, nous, on pratique plutôt avec des déclarations a posteriori, avec une clause d'exécution. On s'appuie effectivement sur l'article qui vous a été présenté tout à l'heure, par exemple pour les prestations de transport et en général sur des déclarations annuelles d'émissions. Et avec une demande de plan de progrès, c'est-à-dire qu'on calcule les émissions la première année et on demande que chaque année, les émissions soient améliorées. Et on procède plutôt comme ça. C'est vrai que vous avez une difficulté aussi, c'est que si vous mettez un critère, vous pouvez faire de la préférence géographique sans le vouloir. Parce que, par exemple, si vous avez un opérateur qui est mieux situé qu'un autre aussi, dans le cadre de la déclaration de ses déplacements, il peut être avantagé. Et ça, c'est strictement interdit par le Code de la commande publique. Donc, il faut être extrêmement prudent dans l'utilisation des déclarations de gaz à effet de serre dans les critères. Voilà. Alors, je regarde les questions. Louise, tu me dis, mais je crois que c'est bon, hein. Non, mais effectivement, n'hésitez pas à prendre la parole si vous avez des points que vous souhaitez évoquer. Il y a une question, et si amélioration des émissions, est-ce que les titulaires sont valorisés? Donc ça, c'est une question pour Madame Lécossais. Alors, on met pas de prime. En revanche, ça nous est arrivé de mettre des clauses de pénalité qui s'apparentent à des taxes carbone. C'est-à-dire qu'on a sur un marché, alors c'était de l'évacuation de bennes de déchetterie, on avait calculé notre pénalité en fonction des trajets supplémentaires qui seraient réalisés par les opérateurs s'ils faisaient trop de kilomètres, s'ils évacuaient les bennes trop tôt, etc. Donc là, on avait calculé, nous, une taxe carbone, en fait, des émissions de gaz à effet de serre qui seraient réalisées par les kilomètres supplémentaires, et on a appliqué cette pénalité-là. Mais on n'a pas, on ne pratique pas les primes. Merci beaucoup, Madame Lécossais. Alors, je vois qu'il y a des mains levées. Jean-Christophe? Oui, donc Jean-Christophe Caroul, je travaille à la communauté urbaine de Dunkerque. Moi, je voulais surtout réagir par rapport à cet article L1431-3 du Code de transport. Donc, si je comprends bien, en réalité, aujourd'hui, il est applicable à tous les opérateurs de transport. Ce qui m'étonne un petit peu, c'est-à-dire que je ne suis pas sûr que tous s'en soient emparés. Je pense qu'il y a un vrai sujet de maturité, ce qui doit inviter à y aller sans doute doucement. Donc moi, je crois beaucoup à l'association de l'utilisation de cet article avec un plan de progrès, comme ça a été évoqué. Et sur les pénalités et les primes, j'alerte toujours sur la difficulté à les mettre en œuvre parce que ça implique un vrai processus de contrôle, hein. Et donc, à un moment, il faut vous poser la question de savoir est-ce que vous arriverez à faire ce contrôle et est-ce que le bénéfice que vous en tirez sera net, quoi. Donc voilà, un petit bonus pour moi à la logique du plan de progrès. Merci Jean-Christophe. Et il y a Madame Erigny aussi qui souhaitait intervenir. Ah, votre micro est coupé. Ouf. Attendez, j'essaie de le mettre, hein. J'arrive C'est pas. bon, là on vous entend bien. D'accord, parce que vous m'entendez toujours? Très bien. Parce que j'ai plein de fois. Ok. Donc bonjour, moi c'est Irini, je travaille à la CRES de Mayotte. Donc nous avons un projet de guichet vert également.
Et en fait, aujourd'hui, on m'a parlé d'une clause, quand au début, on m'a parlé, j'ai cru que c'était une clause environnementale, mais elle est utilisée de façon sociale, exigée pour tout ce qui est transport, que ce soit fourniture ou même, par exemple, sur tout ce qui est BTP, une formation d'éco-conduite. Sachant qu'ici à Mayotte, on n'a pas énormément de choix au niveau des ressources, etc. Nous, je trouvais ça assez intéressant, exiger que les conducteurs reçoivent une formation d'éco-conduite. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut aussi justifier facilement. Donc, je voulais juste faire part, je n'ai pas encore reçu l'exemple de la clause, je l'ai demandé, mais je trouvais ça intéressant. Super. Merci pour votre retour. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Non, Anaëlle, Émilie, pas de complément de votre côté? Je pense que c'est bon. On va juste repartager le PowerPoint pour vous présenter les petits événements que nous avons en préparation et puis on pourra clôturer. Donc, Émilie, je te laisse commencer. Bien sûr. Merci. Donc, on a un événement à venir concernant le réseau Apur le 6 juin 2023, qui est vraiment l'atelier régional de ce réseau. Et le principe, comme je l'ai dit en introduction, c'est vraiment de partager des retours d'expérience, d'échanger sur les problématiques et de pouvoir trouver des solutions de manière collective. Donc, ce sont des ateliers régionaux qui sont aussi en présentiel et en format mixte, qui permettent justement de pouvoir, à la majorité des membres ou des personnes qui sont intéressées de venir voir un petit peu comment ça se passe. On a aussi, dans le cadre du CD2E, qui est plus orienté sur l'énergie renouvelable, les bâtiments durables et l'éco-conception, on co-organise le Green Business Forum à Liévin le 30 mars 2023. Et l'idée aussi, c'est qu'on va présenter d'une part un atelier spécifiquement sur l'achat public durable pour essayer de comprendre comment on massifie cet achat public durable, comment on intègre de plus en plus de clauses environnementales dans les marchés, et sous le prisme justement de l'évolution réglementaire et opportunités pour les entreprises. L'idée, c'est vraiment de croiser l'offre et la demande et d'inclure davantage les entreprises pour qu'elles puissent répondre au marché public durable. Et un atelier plus spécifique, mais qui concerne davantage les territoires et les collectivités, notamment sur les énergies renouvelables, puisque on voit aussi que l'énergie renouvelable, c'est un gros sujet d'actualité. L'idée, c'est vraiment d'essayer de donner des clés pour les entreprises, les territoires sur la transition énergétique, en intégrant davantage les énergies renouvelables. Et enfin, c'est de présenter l'accompagnement possible pour les territoires, notamment en termes d'ENR électrique. Et du coup, au niveau de la région Île-de-France, le GIP Maximilien organise un atelier achat responsable le 23 mars. Donc, ce sont des ateliers qui ont lieu de manière trimestrielle, donc il y en a 4 par an. Et ce premier atelier de l'année portera sur l'indice de réparabilité. Et donc, nous aurons un intervenant du Commissariat général au développement durable pour présenter ce dispositif, enfin cet outil. Et en deuxième partie, nous aurons une présentation sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération par l'association Terre EFC. Donc EFC pour économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc, restez connectés à nos réseaux. Vous pouvez vous inscrire à notre newsletter, aller sur notre site internet et vous aurez toutes les informations pour les inscriptions. Donc, on va pouvoir clôturer. On est dans les temps, donc c'est parfait. On vous remercie beaucoup encore une fois pour votre présence. On espère que cette première édition du Café Guichet Vert vous a plu et nous vous invitons à nous partager votre avis sur ce café via ce lien. Donc, l'idée, c'est vraiment de co-construire ensemble l'outil qui vous conviendra le mieux sur le café. Donc n'hésitez pas à nous répondre sur ce formulaire. Vous avez également nos coordonnées si vous souhaitez toute information en lien avec la présentation d'aujourd'hui ou même pour en savoir plus sur le guichet vert. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, bonne journée. Bonne journée.